Allez, il est 19h, ça sonne, c'est la bonne cette fois. On y va. Bien, je suis très heureux de me retrouver ce soir devant vous pour ce cours d'introduction à la philosophie. C'est toujours un peu paniquant, puisqu'on a l'impression qu'en fait les philosophes, et c'était une remarque d'un de mes amis qui me disait ça, les philosophes, vous ne faites que des introductions tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable cours, on a l'impression que c'est tout le temps des intros à des intros. Et là, c'est vrai que nous sommes rendus à un cours d'introduction à la philosophie, et nous sommes au premier cours, donc nous sommes à une introduction à la philosophie. Ne soyez pas perdus, tout va bien se passer. Nous allons nous voir 8 fois 2 heures. Voilà. Enfin, pas tout à fait 2 heures, c'est toujours un petit peu moins. Voilà. Sachez que je dois partir assez vite puisque j'ai un train, le dernier train possible pour pouvoir rentrer chez moi. Et donc je me dépêche de partir. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails à la fin du cours, à les faire passer peut-être par Benoît ou alors par le secrétariat qui me les transférera directement. D'accord ? Alors, il faut quand même que je me présente devant vous, parce que dans une introduction, certes il y a le sujet, mais il y a aussi celui qui va parler. Et comme on disait, paraît-il, durant les épisodes de mai 68, d'où tu parles, camarade, c'est important, puisque savoir quel est celui qui va vous faire une introduction à la philosophie va vous dire des choses de la philosophie à laquelle il va vous introduire. D'accord ? Donc je vais essayer de vous faire une présentation un peu plus honnête de ce que je suis. Voilà. Donc je m'appelle François-Marie Porte, je suis docteur de la Sorbonne en philosophie. Voilà, alors c'est marrant parce que c'est très souvent dans le regard de l'auditoire, il y a toujours une petite angoisse qui naît à ce moment-là. Toujours une petite angoisse, parce que vous vous dites, et vous avez raison, qu'on est face à quelqu'un qui a déjà un profil un peu bizarre, puisqu'il a choisi une voie qui vraisemblablement doit conduire au chômage, normalement. C'est-à-dire que j'ai fait de la philosophie en terminale, visiblement j'ai aimé, ce qui fait déjà de moi quelqu'un d'un peu original. Ensuite, j'ai fait 3 ans de philosophie, suivi de 2 ans de philosophie. On passe de l'originalité à la pathologie mentale, vous voyez. Et ensuite, je suis passé pendant 4 ans sur un sujet en philosophie. Et là, on est carrément dans le masochisme, en fait. Et aussi, il faut le dire, et mes parents avaient tendance à le dire aussi, peut-être le profil de quelqu'un qui se cherche un peu. Bon, au bout de 8 ans, quand même, il faut quand même se trouver. Hein. Et même, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai passé ma thèse. Alors, j'ai passé ma thèse sur la pensée sur la femme au Moyen-Âge. Voilà. Ce que je voulais interroger, c'était vraiment l'altérité homme-femme vue par des médiévaux et en fonction de la science à partir de laquelle ils envisageaient leur sujet. S'ils étaient médecins, ils en disaient des choses. S'ils étaient théologiens, ils en disaient autre chose. S'ils étaient philosophes, ils en disaient autre chose. Actuellement, j'enseigne à pas mal d'endroits. Je suis ce qu'on appelle un turboprof. Vous savez, c'est les professeurs qui arrivent à un endroit, font 3-4 jours de cours, et puis s'en revont. Et puis on les revoit 4 mois plus tard pour faire une nouvelle session. Voilà, c'est un petit peu ma marque de fabrique pour ce moment-là. C'est en raison d'une chose, c'est que nous venons d'emménager dans cette région. Ça fait 1 an qu'on est là. Avant, on était dans la région lyonnaise, où j'étais directeur d'une licence en humanité et sciences politiques. Voilà. Alors, ensuite, quelles sont mes caractéristiques philosophiques ? Toujours très important. Est-ce qu'on est suffisamment lucide pour dire qu'on a des caractéristiques philosophiques ? Alors, moi, je suis un philosophe qui appartient à ce qu'on appelle la philosophie réaliste. La philosophie réaliste, c'est quoi ? C'est un principe qui consiste à dire que le réel nous précède. Il était là avant nous, il sera là après nous, c'est à nous de nous y adapter. Et ce n'est pas, ça s'oppose par exemple à l'idéalisme, où le réel est ce que je pense de ce qu'il est.
Ça s'oppose au volontarisme, le réel est ce que je voudrais qu'il soit. C'est une attitude peut-être plutôt réceptive du réel, un peu plus passive en fait par rapport au réel. Et voilà, alors les philosophes qui appartiennent plutôt à ce courant-là, ça va être par exemple des philosophes comme Aristote. On peut dire que chez les épicuriens, il y a un certain réalisme aussi, chez les stoïciens aussi. On est plutôt dans une philosophie qui trouve sa source dans la Grèce antique. D'accord ? Donc, voilà, je ne me ramènerai pas en toge et en tongs devant vous, mais je suis un représentant plutôt anachronique de courants philosophiques. Sachez que nous ne sommes pas les majoritaires dans notre époque. Voilà. Mais on y reviendra plus tard. Par ailleurs, est-ce que, parce que c'est une question que beaucoup de gens posent, est-ce que je suis croyant ? Est-ce que j'appartiens à une religion ? Oui, je suis croyant, je suis chrétien. Et c'est pour moi la religion, il y a la religion bouddhiste aussi, qui l'honore à peu près, mais c'est pour moi la religion qui respecte le plus mon intelligence. Et on va dire, j'accepte d'être chrétien aujourd'hui par philosophie. Vous voyez, et c'est important de le dire, c'est-à-dire que voilà, je suis heureux d'appartenir à cette religion qui me permet de dire de temps en temps, c'est déconnant votre affaire. Et voilà, et j'ai le droit de le dire. Et après, je dois travailler dessus. Vous voyez. Voilà, une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Ce cours-là, je l'ai déjà donné une fois, l'année dernière. Et à la fin du cours, je me suis dit, je vais complètement le changer. Donc, vous allez avoir un cours inédit. Voilà, ce ne sera pas un cours redit, voilà, ce sera un cours inédit. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait important de vous donner, en plus de ce que c'est que la philosophie, une approche aussi un peu chronologique, pour vous faire comprendre comment on a évolué. Je reviens justement à ce que je disais sur le fait qu'il y a un petit peu d'angoisse, alors pas pour vous, parce que vous avez choisi ce cours-là, mais un petit peu d'angoisse quand vous rencontrez des gens et que vous dites que vous êtes professeur en philosophie. La plupart du temps, quand vous le dites, il y a d'abord un premier aspect assez positif. Les gens se disent « Ah, c'est sympa !» Et après, il y a le néant absolu, puisqu'ils ne savent pas très bien à quoi se raccrocher de commun dans leur vie et dans la vôtre. C'est le cas pour beaucoup de métiers, je vous rassure. Hein, mais en tout cas, à ce niveau-là, c'est un petit peu pénible, parce que les gens essayent en fait de raccrocher à ce qu'ils ont connu de la philosophie. Et pour eux, pour la majorité d'entre eux, la philosophie est en situation d'échec. Ils ne l'exprimeront jamais comme ça. Mais en réalité, la philosophie, pour eux, va s'apparenter à un grand délire. Et je vais vous en parler un petit peu. Il faut bien comprendre une chose, c'est que on a deux problèmes par rapport à la philosophie aujourd'hui. Ces deux problèmes sont l'enseignement de la philosophie et le deuxième problème, c'est les stars philosophiques. Je vais commencer par ce deuxième problème, les stars philosophiques. Il y a un phénomène de starification des philosophes. Alors, il y a deux catégories, soit à partir du moment où ils meurent, et donc finalement, quand vous êtes philosophe, les gens se disent, ça veut dire que quand il sera Maccabée, peut-être qu'on sortira ses bouquins pour dire « Ah, mais regardez ce qu'il a pu penser, etc. » à la manière de Descartes, d'Husserl, d'Heidegger et compagnie. Soit alors, ce sont des stars médiatiques. Et vous avez aujourd'hui un phénomène de starification des philosophes qui interviennent sur plein de plateaux télévisés, par exemple. Alors, je vais d'abord vous parler de celui pour qui j'ai un petit peu de respect, puis ensuite, ça va avoir une dégradation au niveau du respect. Hein, voilà. J'ai une parole très libre, je suis désolé, et puis je parle un peu comme un charretier. J'essaie de m'améliorer à ce niveau-là, mais n'y voyez absolument aucun respect dans ma bouche, c'est que, voilà, malheureusement, j'ai des défauts, et donc j'essaie de corriger celui-là, mais pas toujours. Le premier philosophe dont je veux parler, c'est Michel Onfray. Michel Onfray, c'est une star philosophique. J'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a fondé l'université populaire à Caen
et qui a malheureusement pas pu continuer puisque la mairie a fait en sorte que ça ne continue pas. Mais j'ai trouvé ça très beau comme initiative, le fait de dire il faut rendre la philosophie accessible à tous. C'était très beau parce qu'en plus c'est très grec, vous allez le voir, cette idée de proposer à l'agora, proposer en fait à l'assemblée ses réflexions et sa philosophie. Et je trouvais ça très, très beau, très courageux. Je ne suis pas du tout d'accord avec toutes ces thèses, mais en tout cas, dans la démarche philosophique, je le respectais énormément. Le moment où ça devient patinant avec Michel Onfray, c'est qu'on a en face de nous quelqu'un qui a tendance à changer d'avis et à ne pas nous dire qu'il a changé d'avis. Par exemple, il fut un temps où il était plutôt marxiste freudien, sensiblement plutôt de gauche, et aujourd'hui, il se retrouve sur CNews et chez Valeurs Actuelles, tout en disant qu'il n'a jamais changé d'avis. Je veux bien que CNews et que Valeurs Actuelles soient sûrement très ouverts dans leur ligne éditoriale, peut-être, mais le marxino-freudisme n'a jamais fait partie de leur philosophie. C'est donc que Michel Onfray a évolué dans son discours. Et soyons honnêtes, il a évolué au niveau de son discours. Le seul problème, c'est qu'il ne le dit pas. Et il dit même « je n'ai jamais changé d'avis ». Et soyons plutôt précis maintenant, il est capable aussi de grandes contradictions qui laissent entendre qu'on a un peu affaire à une philosophie de guignol. Il écrit l'année dernière, maintenant ça va faire 1 an et demi, 2 livres. Un livre, La beauté de la liturgie à l'abbaye de la Grâce. 2e livre, Jésus n'a jamais existé. Et en fait, il essaye de maintenir ça dans ses discours, les 2 choses. Et on a en face de nous, résultat, parfois des discours complètement contradictoires. Alors, il y en a beaucoup qui adorent Michel Onfray, et je le comprends très bien, il est virtuose, notamment au niveau de l'éloquence, c'est quelqu'un de très agréable à écouter, mais quand on dit qu'il est philosophe, ou quand vous dites que vous êtes philosophe, et que des personnes ont en tête quelqu'un comme Michel Onfray, eh bien malheureusement, il y a cette idée de, premièrement, politisation du discours philosophique, et deuxièmement, possibilité de contradiction sans jamais se remettre en question. On est loin, vous voyez, d'un gars comme Augustin, comme saint Augustin, au Moyen-Âge, qui, au bout de 30 ans, va écrire un énorme livre, un énorme pavé, qui s'appelle Les Rétractations, où il reprend tout ce qu'il a écrit avant, et ligne par ligne, il dit, voilà, j'ai dit ça, mais ça c'était une erreur, j'ai dit ça, et ça c'était une erreur, j'ai dit ça, c'était une erreur, pourquoi c'était une erreur, qu'est-ce que je pense aujourd'hui, etc. Platon aussi. Platon, dans certains de ses livres, montre bien qu'il a laissé tomber certaines de ses idées qu'il avait dans sa jeunesse et dans sa maturité. Vous voyez, et c'est le devoir du philosophe, on va le voir plus tard, une fois qu'il a compris qu'il s'est trompé, de dire qu'il s'est trompé. Alors ensuite, vous avez une autre star philosophique. Alors, c'est François-Xavier Bellamy. Grande star philosophique dans certains milieux, notamment, et qui en fait a cessé d'être philosophe à partir du moment où il est devenu politique. À partir du moment où il est devenu député européen, eh bien malheureusement, et même député avant, malheureusement, il a été incapable de rester philosophe. Vous allez me dire, mais pourquoi? Comment ça? Comment c'est possible? Pourquoi on ne pourrait plus être philosophe et politique? Eh bien parce que la sagesse antique l'a bien montré. Vous ne pouvez pas vous consacrer à la vérité et vous consacrer à la politique. Parce qu'à un moment, la vérité en politique ne doit pas être dite. Et on le voit bien, François-Xavier Bellamy est beaucoup moins incisif dans ses discours qu'il avait pu l'être quand il était prof de philo. Simplement. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne publierait plus Les Déshérités. Depuis qu'il est politique. Alors ensuite, vous avez Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, lui, qui est à l'Académie française de philosophie. Mais quand on regarde ses études, c'est quelqu'un qui a fait de la littérature. Principalement de la littérature. Il a fait 1 année de maîtrise de philosophie, mais sinon tout le reste, c'est de la littérature. Donc quand celui qui est au sommet du cursus n'a jamais fait le cursus, vous vous dites c'est un cursus qui pue. Et ces stars philosophiques, quand ils commencent à parler au nom de la philosophie, au nom des philosophes, pardon,
on est en droit de se dire, mais d'où tu parles, camarade? Alors ensuite, vous avez Bernard-Henri Lévy. Alors là, Bernard-Henri Lévy, pardonnez-moi, mais on est au niveau -4 de la philosophie. À chaque fois qu'il arrive sur un plateau télévisé, c'est pour déclencher une guerre dans un pays. En Syrie, en Libye, en Iran, en Irak, en Afghanistan, en Palestine, en Ukraine. À chaque fois qu'il y a une guerre, dans laquelle nous sommes plus ou moins investis d'ailleurs, eh bien vous allez avoir un Bernard-Henri Lévy qui va intervenir sur des plateaux télévisés pour dire « il faut attaquer, il faut le faire ». Et quand on lui dit « mais Bernard, au nom de quoi il faudrait faire la guerre ?» Et là c'est au nom de la démocratie, au nom de ce genre de choses, etc. Et en fait, c'est le niveau 0 de la philosophie. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui serait lévien ou léviiste, je ne sais pas comment on dit, et qui partagerait les thèses de Bernard-Henri Lévy. Et donc quand vous avez plein de gens qui commencent à se dire voilà, vous faites quoi dans la vie? Et que vous répondez, bah moi je fais de la philosophie, je m'efforce d'être philosophe, et que ces gens-là ont des stars comme ça en tête, vous êtes mal barrés en fait. Vous êtes mal barrés parce que ce sont en fait des bouffons. Des gens qui amusent l'audimat. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les invite. Un vrai philosophe, d'ailleurs, vous verrez, sera rarement invité sur un plateau télévisé. Parce qu'il va être ennuyeux. Ça ne va pas être très drôle, en fait, avec lui. Alors ça, c'est le premier aspect qui est un peu problématique. Le deuxième aspect, je vous avais dit que c'était quoi? L'enseignement. Voilà, super. L'enseignement de la philosophie. Non, je fais ça parce que de temps en temps, il faut vous remettre en situation d'attention. L'enseignement de la philosophie. Alors, l'enseignement de la philosophie, il commence en terminale. Première terminale pour ceux qui ont un peu plus de chance. Et ça consiste en quoi? L'enseignement de la philosophie consiste à prendre un thème et à aborder plein de textes autour de ce thème-là. On laisse la liberté au professeur de construire son cours autour de cette méthodologie-là. Sauf qu'on ne dit pas que ça, c'est une certaine philosophie de l'enseignement de la philosophie. Il y aurait d'autres manières d'enseigner la philosophie. Il y aurait bien d'autres manières d'enseigner la philosophie. Cette manière-là d'enseigner la philosophie, elle entraîne quoi chez ceux qui écoutent ce genre de cours? Elle entraîne une philosophie relativiste. Puisque plein d'auteurs ont pensé plein de choses différentes sur des thèmes, cela m'autorise à penser selon tel ou tel ou tel ou tel auteur. Et c'est moi, du haut de mes 18, de mes 17 ans, qui vais faire mon petit marché au niveau de la philosophie. Et ça va être quoi en définitive le philosophe que je vais choisir? Ça va être le philosophe qui me plaît. Qui me flatte. Et alors résultat, très régulièrement, en grande majorité, vous avez des étudiants qui sortent de terminale et qui vont vous sortir soit le philosophe préféré de leur prof, parce que ce prof enthousiaste leur a donné à lire plutôt un auteur qu'un autre, soit l'auteur qui a été le plus accessible. Et donc on va aimer principalement Nietzsche, parce que Nietzsche flatte son auteur à chaque fois qu'il écrit, et que son lecteur, pardon, à chaque fois qu'il écrit. Et donc finalement, quand on lit Nietzsche, on se sent puissant, on se sent bien, on le comprend plus, on se dit mais il a raison dans le fond. Et donc il y a des gens qui arrivent à dire je suis nietzschéen. Problème, Nietzsche voulait détruire la philosophie. Si donc il y a des nietzschéens, ça veut dire qu'il n'a pas réussi son œuvre. D'autres qui vont dire moi je suis freudien. J'adore Freud. Ils ont lu 4 textes de Freud. Ils n'ont jamais fait la psychanalyse, une réelle psychanalyse avec tous les concepts freudistes. Et puis souvent quand vous commencez à leur dire mais donc vraiment vous êtes d'accord avec le fait que la femme elle se définit uniquement par exemple que par son absence de phallus? C'est ça vraiment? Vous souscrivez à ça? Et là vous avez une personne de 18 ans qui dit mais non mais je ne savais pas qu'il disait ça, mais pourquoi il dit ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, mais parce qu'en fait tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et en fait l'approche que l'on a de la philosophie est finalement guidée à ce moment-là que par ce qui nous plaît. Mais on va continuer. Et il y en a certains, alors c'est une minorité, je vous rassure, de timbrés qui vont continuer en philosophie, et ils vont aller en licence. Et alors là, il faut bien se rendre compte, en prépa, pardon, ou en licence. On va commencer par la prépa.
La prépa, on renouvelle ce que l'on a fait en terminale, mais avec une intensité de gavage d'oie. Et pour avoir enseigné en prépa, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le but de la prépa, c'est quoi? C'est de préparer à un concours. Or, comment vous évaluez la philosophie? À quel moment vous pouvez dire ça, c'est une bonne philosophie? Je lui mets 17, je lui mets 18, je lui mets 19, je lui mets 20, je lui mets 6. Vous ne pouvez pas. Donc, que sont contraints de faire les professeurs qui enseignent en prépa? D'évaluer la méthode. Et donc, la philosophie va devenir une méthode de philo. Et on ne fait plus de philo. On donne un thème, à nouveau, un sujet, n'importe lequel, une phrase, 2 phrases, 3 phrases, un petit paragraphe, juste un concept. Moi, je me rappelle, un sujet d'agrég qu'on avait eu, c'était les muses, point. Et vous devez traiter ça en 8 heures, et voilà, vous pouvez aller dans la bibliothèque pour essayer de traiter les muses. Et vous devez développer une pensée, vous exercer à quelque chose. C'est une philosophie, à nouveau, relativiste. Vous pouvez dire ce que vous voulez, du moment que c'est bien construit, du moment que c'est virtuose. Et d'ailleurs, vous remarquerez, typiquement en France, eh bien, le philosophe, il faut qu'il soit agrégé en philosophie. Il faut qu'il ait l'agrég. Dès lors qu'il a l'agrég, c'est bon, c'est un bon philosophe. Mais sauf que agrégé, ça veut dire agrégé au corps des fonctionnaires de l'État. Donc, c'est qu'on souscrit au fait qu'il peut exister une philosophie de l'État. Et une manière d'enseigner validée par un État. Là, vous entendez au loin, dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, tous ces gens qui hurlent actuellement, d'entendre ça, qu'il y ait une philosophie de l'État. Alors ça, c'est la prépa. Et ensuite, on a la fac. Alors la fac, moi j'ai eu la chance, je suis allé à l'IPC. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IPC, l'IPC c'est l'Institut de philosophie comparée à l'origine, maintenant ça s'appelle Faculté libre de philosophie et de psychologie. En gros, c'est détimbré. C'est-à-dire, ils sont à Paris, c'est une petite fac, et en fait, vous pénétrez dans la Grèce antique à ce moment-là. Et là, pour le coup, vous pouvez voir des gens en toge et en tongs, mais ça ne vous choque pas. Cette philosophie de l'IPC, elle est particulière parce que les différents doyens qui se succèdent ont eu comme idée le fait de dire il faut que la philosophie soit capable de discuter avec les sciences actuelles. Il fallait que la philosophie soit capable de discuter avec les sciences actuelles. Et donc, il faut intervenir, par exemple, des gens du laboratoire de Port-Royal, de l'observatoire de Port-Royal, à Paris, pour tout ce qui est question astronomie. Parce que finalement, en philosophie, vous pouvez très bien poser la question, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Qu'est-ce que c'est que le vide? Qu'est-ce que c'est que finalement, est-ce qu'il y a une expansion dans l'univers? Mais ce serait une expansion dans quoi? Et à partir du moment où le physicien doit se poser des questions, est-ce qu'il y a une expansion dans quelque chose ou est-ce qu'il y a une création de l'espace-temps? Là, il est sur des questions philosophiques. Il n'est plus du tout sur des questions simplement mathématico-physiques, vous voyez. Pareil, je me souviens d'un professeur qui se ramenait avec des tranches de cerveau, vous voyez, et qui nous expliquait les différentes zones du cerveau, la zone du langage, la zone de l'imagination, pour que la philosophie soit capable d'en parler. Et je mets au défi beaucoup de facs de philo d'être capable de parler de sciences. Maintenant, il y a des départements en philosophie des sciences. Bref, j'ai fait cette philosophie-là, et ensuite je suis arrivé à la Sorbonne, en master. Là, j'ai fait mon petit cursus à la Sorbonne, et c'était une autre ambiance. On n'était plus du tout en Grèce antique. On était, cette fois-ci, plutôt chez des philosophes contemporains, allemands, du style Heidegger, du style Husserl, et ce genre de choses. Et en fait, ce sont des gens qui, au niveau du stade philosophique, sont en train de se demander si on connaît réellement le réel. Vous voyez, est-ce que l'on connaît réellement le réel ou est-ce qu'on ne le connaît pas? Ça, vous voyez, ça a été un peu dramatique pour moi. C'est un peu une traversée du désert. Je me rappelle de mon premier cours. Le professeur était arrivé dans le milieu de l'amphi. Il y avait un grand tableau blanc comme ça. Et il nous avait posé la question, il avait dit « Est-ce que ce tableau est blanc clair ?»
J'avais fait comme vous. J'avais un petit peu rigolé. Je me suis dit, c'est quoi cette question-là, hein, parce que le blanc admet pas trop de nuances normalement. Le blanc foncé, c'est du gris. Blanc clair, c'est pas d'une couleur. Donc voilà. Et je me retourne, et là, je vois tous mes camarades dans l'amphi faire ça. Et c'est une vraie question, ça. Et en fait, on a passé 3 mois à se demander si c'était nous qui projetions la couleur dans les choses ou pas. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu pour moi, et en fait je l'ai compris, une prise de conscience de « Ah, c'est donc ça ce que les gens pensent quand ils comprennent que je fais de la philo. Ils pensent que je suis dans un délire. » Vous savez, le genre de délire que l'on a sous la douche, sur le canapé, en soirée, après certaines substances, quand on commence à se dire « Mais ça se trouve, il n'y a rien qui existe autour de moi. Tout ça n'est qu'une projection de mon esprit. En fait, c'est moi qui constitue le réel. » À la Matrix, vous voyez. Ce genre de délire que tu n'as pas, malheureusement, quand tu traverses la rue et qu'il y a un bus qui passe. Là, d'un coup, bizarrement, tu te dis « Ah bah le réel existe, donc je vais accélérer parce que sinon il va me tamponner. » C'est pas le genre de délire intellectuel que tu peux avoir quand tu es sous les bombes en Ukraine. Tu peux pas te dire « Ah bah tiens, peut-être que ça n'existe pas. » Non. Et je me souviens d'un de mes colocs, moi qui était venu me voir en me disant « Mais François-Marie, je suis pas sûr que tu existes en fait. » Alors je lui ai dit « Bah très bien, dans ces cas-là, on va s'arrêter. On va s'arrêter d'être amis, on va arrêter de se parler. » Il me dit « Mais pourquoi ?» Je lui dis « Mais dans le doute. Dans le doute que je n'existe pas. Tu ne peux pas commencer à parler à rien. C'est un délire. Et pour le dire autrement, c'est de la masturbation intellectuelle. Et c'est complètement en dehors de ce que c'était que la philosophie. Et quand je vous dis que la philosophie, c'est un petit peu paumé, c'est que réellement, on est en crise de la philosophie. Personne ne va voir un philosophe pour demander des conseils. Personne, tout le monde s'en fout. Je veux dire, on va pas voir un philosophe, on va se dire, il va nous donner un conseil, complètement perché. Évidemment que non. Donc on va voir qui? On va voir le médecin, on va voir le prêtre, l'imam, le rabbin, le religieux en fait. Celui qui va nous donner une sagesse issue de sa religion. Et quand vous commencez à arriver en tant que philosophe et que vous commencez à discuter avec des religieux, malheureusement, ils n'aiment pas ça. Alors que justement, la philosophie, elle était là pour honorer en nous notre capacité à nous poser des questions. Et donc cet échec de la philosophie, il a fait oublier ce qu'était la philosophie. Alors la philosophie, c'est quoi? Vous connaissez l'étymologie, philia, hein, l'amour au sens d'amitié d'ailleurs, hein, pas l'amour au sens de l'éros, qui serait un amour d'union, simplement. Ce n'est pas l'amour au sens de l'agapé grec. L'agapé grec, c'est l'amour d'oblation envers ce qui nous dépasse. C'est pas ce genre de choses. C'est une affaire d'amitié. Une amitié avec quoi? Avec Sophie, avec Sophia, avec la sagesse. Amour ou amitié avec la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le philosophe, dans son étymologie en tout cas, ce qu'il veut, c'est un compagnonnage avec la sagesse. Il veut être compagnon de la sagesse. Il veut être ami de la sagesse. Donc, marcher avec elle. Alors, il va falloir éviter, justement, de nier qu'elle existe, cette sagesse, si on veut marcher avec elle. Il va falloir savoir ce que c'est que la sagesse. Mais avant, justement, de parler de cette sagesse, j'aimerais vous dire comment, ou plutôt quels sont les prérequis avant de commencer un cours avec moi. Parce que là, vous avez compris, je vous fais une petite histoire, je vous balade un petit peu, bon voilà, c'est le but. Je vous préviens, je suis assez ironique, un peu provoquant volontairement, le but c'est de vous électriser un petit peu. Introduction à la philosophie, le but, je ne vous le cache pas, c'est de vous faire devenir un peu philosophe. D'accord? Donc je ne peux pas vous faire un cours simplement dogmatique, vous voyez, où je vous transmettrai juste des connaissances et vous devez noter et vous me les restituerez à la fin. Non, je veux que vous participiez à un petit périple qu'on va faire ensemble. Et ces petits périples, vous pouvez demander à ceux qui l'ont passé l'année dernière, Benoît est là, il y a des petits moments qui ne sont pas très plaisants.
Voilà, on va parler des grandes questions, la mort par exemple, on va parler aussi de nos limites, voilà, ce genre de choses. Ça ne va pas être très agréable, mais vous allez voir, ça va être super. Mais avant de pouvoir commencer, il va falloir que je fasse un petit défrichage à l'intérieur de vos têtes pour virer véritablement certaines thèses. Certaines thèses qu'on vous a mis dans la tête. Alors quand je dis qu'on vous a mis dans la tête, je ne suis pas un complotiste, je suis pire que ça. D'accord ? Je suis un complolâtre. Je suis en adoration des complots. Non, pour être tout à fait honnête, je pense que depuis le début de l'humanité, l'être humain, quand il avait un choix à faire entre une bonne chose et une mauvaise, il a, grosso modo, eu tendance à choisir toujours la mauvaise. Vous voyez, l'intelligence artificielle, par exemple, superbe outil. On va pouvoir s'en servir pour améliorer notre vie. Je vous mets au défi pas au défi, je vous assure que l'utilisation qui va être faite de l'intelligence artificielle va être, à un moment donné, terrible. Le casque de réalité virtuelle, vous savez ? Le casque de réalité virtuelle, c'était censé aider les chirurgiens à pouvoir opérer à distance. Comme ça qu'on nous l'a vendu. Hein. Aujourd'hui, ça sert aux jeux vidéo et aux films porno. Je vous dis, je vous assure, chaque fois qu'on a la possibilité de faire quelque chose de top, voilà. Bon, eh bien, pour la philosophie, c'est un peu pareil. On a tendance à avoir des thèses qui nous empêchent de bien voir le réel. La première thèse, vous ne l'aurez pas, je pense, mais peut-être un peu. C'est le fait de dire « la vérité n'existe pas ». Certaines personnes vont pouvoir vous le dire, la vérité n'existe pas. Pourquoi cette phrase est profondément stupide ? Pour vous repérer un petit peu, hein, juste là, on est dans le cours de l'introduction à l'introduction. Hein. On a fait la présentation, et là on est en train d'aborder ce que c'est que la philosophie. Et en troisième partie, nous verrons la sagesse. D'accord ? Ce sera le cursus de cette séance. Donc justement, la philosophie, on est en train de voir quelles sont les choses à défricher avant de pouvoir rentrer dans une réflexion philosophique. La vérité n'existe pas. Pourquoi dire la vérité n'existe pas, c'est stupide ? Juste une chose, je sais ce que vous dites. Vous dites on ne se connaît pas. Ça se trouve, on a en face de nous un pervers narcissique. Si on répond à sa question, ça va créer un lien entre nous. Et c'est très dangereux. Donc je vous le dis, je vais vous poser des questions. On va se voir que 8 fois. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Vous pouvez répondre. Il n'y aura pas de souci. Quand vous voulez répondre ou participer, tentez un truc, c'est un peu absurde, hein, voilà, mais vous libérez les selles, vous balancez l'avant-bras, et si vous êtes très motivé, vous envoyez un doigt. C'est conventionnel, mais au moins ça me permet de savoir que vous voulez parler. Je repose ma question. Pourquoi dire la vérité n'existe pas, c'est stupide ? Ouais. Parce que c'est déjà énoncé une vérité. Super, très bien. C'est que la personne qui vous dit cela, elle pense qu'elle dit quelque chose de vrai. Et quand quelqu'un vous dit ça en soirée, à un dîner mondain, etc., vous sort ce genre de phrase, « Oh, tu sais, la vérité n'existe pas », vous lui dites « Ah bon, c'est vrai ?» Et là, à ce moment-là, elle va faire « Bah oui, parce que s'il répond « Oui, c'est vrai », que la vérité n'existe pas, c'est contradictoire, et donc il faut qu'il se taise. Et s'il répond « Non, c'est pas vrai ce que je dis », pourquoi il nous a parlé ? Donc il faut l'évacuer. Mais souvent la personne va essayer de se rattraper, elle va se dire attendez, non mais je ne veux pas dire que la vérité n'existe pas. Je veux dire, on n'a pas la vérité. Deuxième phrase stupide. Puisque la vérité n'est pas un avoir à proprement parler. Personne ne peut vous sortir une petite vérité à un moment. Comme ça, j'ai une vérité à vendre, vous voulez laquelle ? Non, c'est pas un avoir, c'est pas quelque chose qui nous appartient. Alors la personne va vous dire non mais, ce que je veux dire c'est que personne n'a la vérité avec un grand V. Comme si rajouter une majuscule à un mot changeait la nature du mot. Personne ne va aux toilettes avec un grand T. Personne ne veut... Vous voyez les personnes qui vous disent « Mais moi, je cherche l'amour avec un grand A ». Non, tu veux trouver quelqu'un qui te correspond. Mais l'amour avec un grand A, ça n'existe pas. Donc la personne est un peu paniquée. Si elle est catho en plus, ou chrétienne, elle va commencer à vous dire « Non, mais la vérité, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un ».
parce que la vérité, c'est Jésus. Non. Non, je peux vous assurer, vous aurez beau étudier Jésus, vous ne trouverez jamais, par exemple, la vérité sur le montage de la Billy Ikea. Il est charpentier, donc il pouvait savoir un petit peu comment ça se passait. Mais il n'empêche, vous ne le trouverez pas. Et dire la vérité, c'est Jésus, c'est contraindre son intelligence à mettre Jésus dans chaque démonstration. Et vous avez des personnes qui me font flipper, moi un petit peu, qui commencent à me dire, mais tu sais, je t'aime parce que c'est Jésus en toi que j'aime. Oh! J'espère que tu n'aimes pas Jésus en moi. J'espère que tu m'aimes moi. Parce que si Jésus s'invite partout, super, il s'invite partout, il fait ce qu'il veut. Mais s'il s'invite partout, malheureusement, et notamment au niveau de la pensée, vous arrêtez de penser. Si la vérité c'est Jésus, et vous avez des fanatiques qui vont vous dire, il faut que je cherche dans ma Bible, pour trouver quoi? Une vérité sur quoi? J'ai vu des personnes, vous savez, qui demandent, qui disent, voilà, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Et qui ouvrent la Bible au pif pour chercher un verset dans la Bible, sur ce qu'ils vont faire de leur vie. Alors que par ailleurs, certains versets te parlent, t'invitent à une grande sagesse, à méditer, etc. Super, c'est très bien. Mais attention, la vérité, c'est pas Jésus. La preuve, Jésus a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Si on fait un peu de théologie chrétienne, pourquoi il dit cela? Parce qu'il est la vérité sur Dieu. Il n'est pas la vérité sur n'importe quoi. Il est la vérité sur Dieu. Donc, on évacue les religieux. Alors, la vérité, c'est quoi? Et alors, la personne termine en vous disant « Non, mais ce que je veux dire, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tout connaître. » Oh, bravo! Tu enfonces des portes ouvertes carrément, mais en fait, c'est ça que tu voulais dire depuis le début. Quand on dit la vérité n'existe pas. C'est juste on ne peut pas tout connaître. Oui, mais tu peux connaître des choses. Et donc, il nous faut définir ce que c'est que la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est très simple, chers amis. La vérité, c'est hyper simple. La vérité, c'est la qualité d'un discours qui dit le réel. La vérité, c'est juste ça. C'est le fait que mon discours correspond au réel. Regardez, quand je vous dis, par exemple, ceci est une télécommande, vous vous dites, on ne comprend pas pourquoi il nous dit ça, mais il a raison, c'est vrai, c'est-à-dire que mon discours correspond à la réalité. Si je vous dis, ceci est un hippopotame, vous me dites, bon, on va appeler des gens, ils vont arriver, ils seront en blouse blanche, on ne s'inquiète pas, tout va bien. Regardez, les enfants l'ont très bien compris. Ils vous regardent, ils vous disent « T'es une libellule ». Je lui dis « Non, je ne suis pas une libellule ». Et là, ils font « Bah non, t'es pas une libellule ». Ils ont compris que leur discours n'était pas en adéquation. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Si, je suis une libellule ». Et ben, tu lui dis « oui, mais attends, moi je sais ce que c'est qu'une libellule. Crois-moi, tu n'es pas une libellule. Tu n'as pas passé un petit temps dans un étang, par exemple, sous forme de larve. Si ? Ben non. Et donc vous comprenez bien que la vérité, c'est la qualité d'un discours qui dit le réel, qui dit être ce qui est et n'être pas ce qui n'est pas. Or, l'être humain est capable de la vérité. Il est capable de la vérité. Peut-être pas sur tout. Peut-être qu'il y a des questions qui seront sans réponse. C'est vrai. Mais sur beaucoup de choses, il est capable de dire la vérité. Donc ça ne sert à rien de dire la vérité n'existe pas. Deuxième thèse à enlever, c'est celle qui consiste à dire, elle s'applique un petit peu au niveau moral, vous voyez, à dire tout se vaut. Ou plutôt, c'est le pote, vous savez, l'ami qui vient vous voir et qui vous dit du moment que ça te rend heureux, moi, ça va. Oui, mais en l'occurrence, si ce qui me rend heureux, c'est d'agresser sexuellement des pingouins. Oui, il va y avoir des petites réactions. Remplacez pingouin par quelque chose de plus sordide encore. Si je vous dis ça me rend heureux, vous êtes capable de dire ouais, non, il y a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une vérité sur le bien et sur le mal. Tout ne se vaut pas. Et même, vous pouvez très bien, attention, le gros mot que notre société ne supporte pas, juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous pouvez dire, ça, c'est mauvais,
Ça, c'est bien. Ça, c'est meilleur encore. Ça, c'est pire. Et vous pouvez le dire avec une grande objectivité, sans que ça soit simplement un jugement personnel. Vous voyez, moi, je peux vous dire, en toute objectivité, les religions ne se valent pas. Moi, entre, je ne sais pas, une religion hindoue et une religion aztèque, je choisis l'hindou. Mais sans hésiter. Les Aztèques, ils sacrifiaient des gens à longueur de journée sur leur temple en essayant de déchirer le poitrail en retirant le cœur, vous voyez. Entre la religion babylonienne et la religion juive, je choisis la religion juive. Pourquoi ? Parce que aux alentours de l'empire de Sumer, etc., il y avait, par exemple, une divinité qui s'appelait Moloch. Je ne sais pas si vous connaissez Moloch. Moloch, c'est une tête de taureau. Et il y avait des statues magnifiques, magnifiques à Babylone de Moloch, et notamment des statues de sacrifice, où en fait Moloch avait la gueule ouverte comme ça, là, et on mettait des braises à l'intérieur, enfin un brasier complet, du feu à l'intérieur, et lui il avait les mains comme ça, il y avait des chaînes qui prenaient comme ça, et en fait les prêtres tiraient les chaînes comme ça, et les offrandes qu'on mettait là-dedans allaient dans la bouche de la statue. Sauf que qu'est-ce qu'on lui offrait à Moloch ? Des enfants. Nouveau-né. Ah bah là, on a le droit de dire, bon, ouais, pardon, mais c'est pas trop notre délire, quoi. Ça n'est pas bon. Et donc, il faut essayer de sortir de cette idée de tout se vaut. Non, toutes les conduites ne se valent pas. Sans tomber dans le moralisme, vous voyez, sans tomber dans le permis, dans le défendu, c'est pas ce dont il est question. Mais vous êtes capable de dire, bah ça, c'est pas quelque chose qui se fait. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est les choses à un petit peu évacuer. Les thèses à un petit peu évacuer. Maintenant, la philosophie, concrètement, c'est quoi ? Alors, les plus grands philosophes que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les enfants. Les enfants à partir de 4-5 ans. Vous savez, quand arrive la terrible question pour les parents, les questions du pourquoi. Et pourquoi, maman, tu travailles ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Écoute, je travaille parce que j'ai fait des études pour pouvoir travailler. Et pourquoi tu as fait des études pour travailler ? Pour avoir un bon travail. Mais pourquoi tu voulais avoir un bon travail ? Parce que je voulais gagner suffisamment d'argent, et puis je voulais réussir dans la vie. Mais pourquoi tu voulais gagner de l'argent ? Pour que tu bouffes, déjà. Et puis, je sais pas, pour que tu aies un confort de vie, que tu puisses faire de bonnes études aussi. Pourquoi tu veux que je fasse de bonnes études ? Parce que je veux que tu aies un bon travail. Pourquoi tu veux que j'ai un bon travail ? Pour que tu puisses bien gagner ta vie et donner de bonnes études à tes enfants, afin qu'ils gagnent bien leur vie, afin qu'ils donnent de bonnes études à leurs enfants. Va jouer dans ta chambre, toi. Qu'est-ce-toi ? Oui, l'enfant, il va vous poser des questions du pourquoi, en remontant la chaîne causale jusqu'à arriver soit à un refus de réponse, soit à une contradiction. Et ça, c'est nos premiers petits maîtres en philosophie, ce sont les enfants. Parce que les enfants ont cette capacité à tout questionner. À tout questionner. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Comment c'est fait ? Et cette capacité à tout questionner, c'est le début de la philosophie, puisque la fin de la philosophie, c'est quoi ? C'est avoir des réponses. Et vous voyez, il y a certaines personnes qui se tapent un délire sur la question, en se disant la philosophie, ça doit être d'abord la question. C'est que la question, d'ailleurs. Mais non, la philosophie, ça n'est pas que la question. Si vous avez une question, il vous faut une réponse. Et le problème de si vous n'avez pas la réponse, c'est que ça va vous angoisser. Il y a quelque chose en vous qui va être insatisfait. Et il y a plusieurs manières de répondre à un enfant qui vous pose des questions. J'avais un de mes neveux qui me posait la question le matin. Donc il ne faut pas trop me poser des questions le matin. Et voilà, il m'en posait quand même le matin. Il me disait, pourquoi le soleil se lève ? 3 manières de répondre, dont 2 qui sont des échecs pédagogiques, et qui malheureusement, 2 qui détruisent l'appétit philosophique.
Premièrement, parce que... Pourquoi le soleil se lève? Parce que c'est comme ça, il se lève. Voilà. Le refus de réponse, en fait. Et le petit enfant entend quoi? Eh bien, oui, en fait, il y a des questions, il ne faut pas les poser. C'est comme ça. C'est comme ça. D'autres manières de répondre, je vais revenir après sur le c'est comme ça, hein, mais d'autres manières de répondre, ça va être par exemple, bon, admettons, voilà, Baptiste me pose une question, pourquoi le soleil se lève? Et je lui réponds, alors écoute, à proprement parler, Baptiste, le soleil ne se lève pas. En fait, on est en situation elliptique par rapport au centre de notre système solaire, qui n'est pas tout à fait le soleil, qui est à côté du soleil, mais en raison de la concentration massive de l'étoile, eh bien, il tourne autour de... Baptiste, il s'est barré, hein. Il s'est barré, il va jouer avec des cailloux, il s'en fout complètement. C'est pas proportionné. La réponse n'est pas proportionnée. Et ça, on vous en a sorti. C'est par des phrases très simples, hein, du style « Ouh, c'est compliqué ça ». Oh, c'est très compliqué. Et ça, il y avait un sketch des Inconnus qui montrait ça, vous savez, ça commence par le jargon. Chaque personne qui maîtrise un certain jargon a le sentiment de maîtriser un certain pouvoir. Regardez simplement les médecins. Les médecins, en fait, maîtrisent un jargon, ils pourraient employer d'autres termes. Mais non, il faut employer des termes qui viennent en fait d'une décomposition latine de chaque réalité. Prenez un garagiste, vous comprenez que dalle. Prenez un banquier, vous comprenez pas. Prenez un gars responsable des assurances, vous comprenez pas. Tout le monde va vous dire, mais c'est très compliqué. Ah bon, mais comment ça se fait que toi, tu arrives à le maîtriser? Tu pourrais quand même me l'expliquer un moment. Avec des mots simples. Parce que crois-moi, la réalité du joint de culasse, elle n'est pas non plus très très compliquée. Mais tu peux me l'expliquer autrement qu'avec des termes, voilà, il faut mettre de l'E10, il faut mettre de machin. Non, explique-moi les choses. Tout n'est pas compliqué. Et le problème de tout est compliqué, ça fait que les personnes se disent « Ouh, puisque le monde est compliqué, puisqu'à chaque fois qu'on se pose des questions, c'est compliqué, il vaut mieux se divertir. Il vaut mieux regarder des trucs pour me vider la tête. » Et on se met à regarder TPMP. On se met à regarder Les Anges. On se met à regarder tout un tas d'émissions plus stupides les unes que les autres. Pardonnez-moi, mais là, je peux me permettre un jugement. Parce que, objectivement, elles sont stupides. Pourquoi elles sont stupides? Parce que tout est faux. On nous fait croire que c'est des vrais débats. Ce n'est pas des vrais débats. On nous fait croire que ce sont des vraies personnes. Ce ne sont pas des vraies personnes, ce sont des acteurs. Et nous, on regarde ça pour se vider la tête. La dernière fois qu'on a vidé la tête de quelqu'un, c'était dans l'Égypte antique, quand on voulait momifier quelqu'un. On lui arrachait le cerveau par la narine. Mais on n'a pas envie d'être des momies. Vous vous rendez bien compte, on n'a pas envie d'être des momies. Comment ça se fait qu'on est devenus des momies? Et ces deux échecs pédagogiques que l'on a, malheureusement, moi je l'ai observé principalement dans l'école. Et bizarrement, ceux qui se mettent à refaire de la philosophie, c'est des personnes qui ne sont plus à l'école, qui ont vécu une vie professionnelle, un petit peu, beaucoup, énormément, qui sont confrontés à des questions existentielles. Vous voyez, il y a des personnes qui, l'année dernière, qui étaient venues me voir en me disant, voilà, parce que je sais qu'a priori j'approche de la mort, et donc j'ai besoin de me poser certaines questions. Ah oui, bah c'est à ce moment-là que finalement on se remet à faire de la philosophie. On se remet à se reposer des questions, on se réveille. C'est à l'occasion d'un burn-out. Des personnes qui sont en pleine crise professionnelle et qui d'un coup se disent « Mais quel est le sens de ma vie ?» Oh, une question philosophique. Comment ça se fait que je ne l'ai que maintenant? Parce qu'à un moment de l'école, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on vous a bourré de réponses alors que vous n'aviez pas de questions. On vous a bourré de réponses alors que vous n'avez pas de questions. Regardez, représentez-vous la scène. Un jour, un matin, dans ce qu'on appelait la Grande Grèce, donc c'est-à-dire en Italie, il y a un gars qui s'est réveillé, un grec, qui a dit les gars, Phileas, viens voir. J'ai pensé à un truc. Est-ce que... Tu vas me dire, hein, il avait la quarantaine à peu près. Hein. Quand tu prends un triangle, et là, il y a un angle droit, d'accord? Voilà. Phileas, suis-moi bien.
est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre ces deux côtés et le dernier là? Non? Je suis sûr qu'il y a un truc. Et il va travailler. Un autre, lui de l'autre côté, en Turquie, à peu près le même âge, cinquantaine. Phileas. Il avait aussi un pote qui s'appelait Phileas. C'est le seul prénom grec que j'ai trouvé de l'époque. Mais voilà. Regarde. Si tu prends un triangle là. Ah oui, non, je sais, l'autre il t'a dit machin. Non, moi c'est autre chose. Si tu envoies deux droites parallèles là, comme ça, tu penses pas qu'il y a un rapport, une proportion entre ces angles-là? Tu penses pas? À 40 ans, il se pose la question. Toi, en 5e, on te dit, c'est l'hypoténuse. Et c'est le théorème de Pythagore. Et tu me le récites. A carré plus B carré égale machin. Non, ça c'est autre chose, c'est les identités remarquables en plus. Pareil, théorème de Thalès. Et tu me le récites. L'enfant, lui, il se dit, bah très bien, mais moi j'avais envie d'apprendre ce que c'était, par exemple, les Égyptiens. Oui, c'est un petit épisode en histoire, en 6e. La mythologie. Le Moyen-Âge, oui, tu vois à peu près ça en 5e. Et après, la Seconde Guerre mondiale. Et là, par contre, on t'en fait bouffer des deux guerres. On t'en fait bouffer. Certes, oui, notre culture a été traumatisée par ces deux guerres, ça c'est clair. Mais l'enfant, il n'avait pas envie de tout savoir de ça. Et donc, petit à petit, l'école ne devient plus le lieu où tu apprends des choses, parce que tu avais des questions, ça devient un lieu de compétences. Tu acquiers des compétences. Pourquoi? Pour trouver un travail. Et on se retrouve avec des profs d'espagnol qui disent « Il faut apprendre ma matière parce que ça va être utile pour votre travail ». Et il y a des profs qui ont carrément largué le truc. Parce qu'ils savent que leur matière n'est pas utile pour le travail. Et je peux vous assurer, le théorème de Pythagore, vous ne l'utiliserez plus jamais dans votre travail. À moins d'avoir un travail un peu spécialisé là-dedans. Mais sinon, sinon il n'y aura rien. Hein. Pourquoi il fallait que vous appreniez le théorème de Pythagore? Parce qu'il y a des questions qui pouvaient surgir. Et si on vous avait amené ce truc-là sous forme de questions, eh ben je peux vous assurer qu'il y a des enfants qui auraient vraiment eu cette question-là. Regardez, prenez ce triangle et vous auriez pris un objet triangulaire en angle droit, de différentes tailles. Et vous auriez dit, regardez, eh ben en fait, les côtés, ils se comportent exactement de la même manière entre eux, quelle que soit la taille du triangle. Je peux vous assurer que les enfants, ils auraient dit « Ah ouais, pourquoi ?» Pareil, de manière pédagogique, si vous suscitez la question, à ce moment-là, vous aurez la réponse. Mais là, on vous a donné des réponses alors qu'il n'y avait pas de question. Résultat, on est full quand on sort du bac. On est full quand on sort du bac. Et en plus, si on vous met une énorme pression, on le verra plus tard, avec aujourd'hui Parcoursup et compagnie, où il faut imaginer, il faut se mettre à la place des jeunes. Enfin, c'est terrible ce truc-là. C'est dès la 3e, en fait, ils roulent au compresseur pour essayer de savoir dans quel métier ils vont être. Résultat, ils font quoi? Ils font une année de césure entre le bac et leurs études. Une année de césure entre le bac et les études. Alors que c'était le moment où ils pouvaient choisir ce qu'ils allaient questionner. Non, j'en peux plus. Et on peut le comprendre. Donc ça, vous voyez, cette manière-là de vider le cerveau, c'est un tarissement de notre esprit philosophique. Alors qu'il y a des questions, elles sont importantes, elles sont très importantes, et elles ne peuvent pas se résoudre avec un « c'est compliqué » ou un « c'est comme ça ». Donc il y a une troisième manière de répondre à Baptiste. Pourquoi est-ce que le soleil se lève? Ben oui, Baptiste. Pourquoi est-ce que le soleil se lève? Hyper économique pour vous. Surtout si c'est le matin. Vous envoyez la balle, c'est parfait. Et là, pour Baptiste, c'est l'occasion d'essayer de réfléchir. Et donc d'essayer de proposer des hypothèses. Le soleil se lève. Moi, je l'ai vu avec mon fils, là. Parce qu'il a un an et demi. Il a un an et demi. Pas du tout, il n'a pas un an et demi. Oh là là, la honte totale. Il a 2 ans et demi bientôt. Voilà. Au moment
où j'ouvrais un volet, on voyait l'horizon et le soleil qui était en train de se lever. Et mon fils a dit « C'est beau !» J'ai dit « Oui, c'est beau. Tu as vu le soleil qui se lève ?» Et là, il m'a regardé et j'ai senti que le soleil qui se lève, court-circuit. Un soleil, ça ne se lève pas. Et je voyais qu'il me regardait comme si j'étais en train de lui faire une blague, que le soleil se levait. Parce que nous, on lui dit le matin, voilà, c'est l'heure de se lever, etc. Et il me regardait comme si je me fichais de sa tronche, vous voyez. Il ne m'a rien dit. J'attends qu'il me pose la question, ça va être un peu plus drôle. Mais vous voyez, se poser la question. Et vous allez dire quoi d'abord? Vous allez faire quoi d'abord? Vous allez dire des choses fausses. Vous allez vous planter. Les premières réponses sont souvent nulles. Pourquoi est-ce que le soleil se lève, Baptiste? Peut-être qu'il en a marre de dormir. Et hop, vous reprenez au vol. Ah bon, tu penses qu'il existe un lit cosmique dans lequel dorment les étoiles? Et là, non, parce qu'on ne pourrait pas poser le lit quelque part. Donc ça ne peut pas être ça. Et hop, s'ensuit un échange. Et à ce moment-là, vous avez le début de la philosophie. Des questions avec des hypothèses, des réponses et un va-et-vient. Un va-et-vient de recherche. Et il y a des questions qui vont être angoissantes. Il y a des questions qui vont être difficiles. Et qu'il ne va pas falloir écarter, ni par du divertissement, ni par un c'est comme ça. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de gens, vous voyez, quand on pose la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Il y a beaucoup de gens qui évacuent cette question. Qui évacuent cette question pour plusieurs raisons. Hein. Soit parce qu'ils sont persuadés d'avoir la réponse, que ce soit des religieux ou des athées. Oui, Dieu existe. Non, Dieu n'existe pas. Et, on va dire, ils ne se posent même plus la question, réellement, honnêtement. La preuve, c'est que quand vous leur demandez « Ah bon ? Tu as la réponse, tu sais que Dieu n'existe pas, ou tu sais que Dieu existe ?» Eh bien, ils vont vous donner des arguments qu'ils ne maîtrisent même pas eux-mêmes. Et vous voyez, est-ce que Dieu existe? Il n'y a que deux réponses possibles. Hein. Soit il existe, soit il n'existe pas. Et il y a l'une des deux réponses qui est fausse. Mais, comprenez bien, moi, quand je me suis vraiment posé cette question-là, ça a été angoissant. Angoissant, parce que je ne pouvais pas rester neutre. Je pouvais dire « je ne sais pas », mais je ne pouvais pas rester neutre par rapport à cette question-là. Et vous avez des personnes qui, justement, évacuent cette question-là. Il y a des personnes aussi qui l'évacuent par flemme. C'est des gros flemmards. C'est des gens qui vont vous dire « Oh, tu sais, si on était capable de prouver l'existence de Dieu, ça ferait belle lurette qu'on l'aurait fait. » Comme si le savoir humain, c'était une accumulation. Vous savez, comme si ce qu'a pensé un grec ancien, avant moi, moi, je le considère comme acquis. Et je n'ai pas à l'apprendre. Non. L'être humain, c'est dramatique. L'être humain, il doit repartir, à chaque nouvel être humain, il doit repartir de zéro. Il doit apprendre petit à petit. Et il y a des choses qui se perdent. Il y a des choses qui se perdent dans le savoir. Et si on ne se pose plus de questions, des choses vont se perdre dans le savoir. Ce que j'aime bien, c'est que beaucoup de gens me disent, dans ce mythe du progrès, vous savez, on y reviendra, ce mythe du progrès, les gens me disent, mais regarde, on est dans une civilisation tellement avancée, mais pas du tout. La majorité des gens sont cons comme des pelles. Et on n'est pas une civilisation avancée. Hein. On a des gens brillants qui nous fabriquent des smartphones, mais qui sont brillants, hein, qui nous font voler des avions, brillants. Mais la majorité d'entre nous est stupide. On ne comprend même pas comment fonctionne un téléphone. La majorité d'entre nous, vous interrogez n'importe qui dans la rue, vous lui demandez comment il fonctionne ton smartphone. J'appuie sur le bouton. Non. Comment il fonctionne? C'est quoi ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a une image? C'est des pixels. Oui, mais comment ça se fait que... T'as pas compris. Comment ça se fait que c'est traduit, l'image que tu vois est traduite en image? Comment ces signaux électriques peuvent être ça? Les écouteurs, les amis, les écouteurs. C'est de l'électricité, mieux, les écouteurs Bluetooth. C'est des ondes qui sont transmises en son.
comment ça fonctionne. Comment on se repère dans une ville. Avec tous nos GPS, etc. Ben, on est très fort avec nos GPS, mais on est nul pour se repérer sans. Regardez les gens qui n'ont plus de batterie, qui disent qu'est-ce qui va se passer, je vais pas pouvoir trouver où je suis, je vais pas pouvoir appeler, je vais pas pouvoir machin. On a l'impression que c'est des drogués en manque, vous voyez. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais oui, mais parce qu'on est des pelles. Parce qu'on a arrêté de se poser des questions. Et on a beau donc être une civilisation qui est très avancée techniquement, on est de moins en moins sage, et donc on est de moins en moins philosophe, et comprenez bien que la philosophie n'intéresse plus personne, parce qu'elle n'a jamais intéressé les gens qui ne se posaient pas de questions. Or, il y a tout un tas de questions, et tout un tas d'inquiétudes qui vont donner lieu à des cheminements de sagesse. Et on arrive à notre troisième partie, la sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Parce que amour de la sagesse, voilà, il faut bien qu'on soit d'accord sur ce que c'est que la sagesse. Je vous pose la question. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Oui, Ça peut décidément. être une manière de vivre. Une manière de vivre, c'est super ce que vous dites. Une manière de vivre. C'est rarement la première chose que les gens disent. Une manière de vivre. Oui, parce que justement, lorsque l'on qualifie quelqu'un de sage, on l'assimile très souvent à son action. On se dit que, et d'ailleurs, ça se retrouve même dans le langage courant, quand on dit aux enfants « sois sage », eh bien, en fait, c'est « ne fais pas quelque chose de stupide, une bêtise, etc. » Et quand on va dire que de quelqu'un qu'il est sage, souvent, ça va être une personne âgée. La représentation habituelle du sage, c'est soit une vieille dame, soit un vieux monsieur qui a suffisamment vécu pour avoir adopté une manière de vivre qui sera spécifique. Alors c'est quoi cette spécificité de manière de vivre? Je ne pose pas la question qu'à cette personne, hein, vous pouvez tous participer. Hein. C'est prendre du recul. Et puis... Super. Prendre du recul, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites prendre du recul? Il y a une situation. On se met en retrait et Ouais. on réfléchit sur... Et on réfléchit. Oui. Voilà. Et on réfléchit. Donc finalement, c'est une manière de vivre très liée à la réflexion. Le sage, c'est pas le guerrier dans la représentation, on ne s'imagine pas. En revanche, il y a de fins tacticiens dans l'armée dont on a pu dire qu'ils étaient sages. Pourquoi on a dit ça? Parce que justement, ils étaient capables de prendre du recul par rapport à la situation et d'élaborer des bons plans. Le sage semble être celui qui agit dans le réel suivant une certaine manière de penser. Alors, c'est intéressant parce que cette manière de penser, comment on appelle ça? L'étymologie peut nous aider. L'étymologie peut nous aider. Sagesse, vous savez d'où ça vient ou pas? Ça ne vient pas du grec. Grec pour Sophia, oui. Mais le mot sagesse ne vient pas de Sophia. Le mot sagesse vient du latin sapere. Et non, pas savoir. Goûter. Et ça, vous voyez, c'est très intéressant parce que les latins n'ont pas d'abord dit que c'était intellectuel. Les latins ont dit la sagesse, c'est le fait de goûter le réel. Sapere. Or, on n'a pas dit manger le réel. On a dit goûter. Quelle est la particularité du goût? C'est que c'est juste avant d'ingérer quelque chose. Et c'est un sens qui est très lié à notre discernement. Vous devez, quand vous goûtez quelque chose, regardez les enfants, par exemple, quand ils n'aiment pas quelque chose, ils goûtent, ils crachent. Ils refusent de prendre en eux. Vous voyez, il y a un espèce de discernement. Ça ne me convient pas, plaf, je le renvoie. En revanche, c'est bon, là je prends en moi. Eh bien, la sagesse, c'est visiblement cette capacité à goûter le réel, de telle sorte d'y être uni.
Et voilà pourquoi vous avez pu dire que c'était une manière de vivre, puisque en réalité, plus je vais goûter le réel, plus je vais être uni, et bien plus mon comportement va changer. Et voilà pourquoi, je vous dis, moi mon but, ça va être de vous réveiller et de vous faire un petit peu devenir philosophe. Vous allez devenir philosophe parce que normalement, si vous suivez ces cours, à la fin, vous ne vous comporterez plus de la même manière. Mais vous verrez, ce ne sera pas grand-chose. Mais c'est des petits dominos, vous voyez, que vous avez déclenchés, tac, et tarrrr. Vous verrez, on abordera notamment un moment la question de notre finitude. Et par exemple, Sénèque dit une phrase capitale: vous commencez à vivre dès lors que vous avez compris que vous allez mourir. Vous commencerez à vivre quand vous commencerez à vivre quand vous comprendrez que vous allez mourir. Et ça, vous allez voir, si on le prend réellement en nous, le fait que l'on peut mourir, eh bien, on se met à changer complètement notre comportement. Moi, j'ai des étudiants, quand ils l'ont compris, quand on avait travaillé ça en cours, et quand ils l'ont compris, ils ont changé, par exemple, tout leur projet professionnel. Ils ne voulaient plus du tout faire la même chose. Plus du tout. Parce que la vie avait un goût différent. Elle avait un goût différent, il y avait une sagesse différente. Dès lors que vous avez compris que... dès lors qu'il y a une réponse, par exemple, à savoir, est-ce que Dieu existe ? Eh bien, s'il existe, ça va changer votre manière de vivre. S'il n'existe pas, ça va changer votre manière de vivre. Dès lors que vous comprenez, par exemple, que l'amitié, c'est quelque chose de très précieux et il n'est pas possible pour vous d'avoir beaucoup d'amis. Mais vous changez votre manière de vivre. Complètement. Vous arrêtez de faire du social avec tout le monde, vous arrêtez d'être mondain avec tout le monde, parce qu'en fait, vous savez qu'il y en a certains pour qui c'est très important, et je ne vais pas perdre mon temps avec d'autres. Je ne vais pas répondre à toutes les personnes qui m'envoient des messages, parce qu'il faut que j'utilise plutôt mon temps pour répondre à des personnes pour qui c'est important. Des sagesses, vous voyez, qui vont changer votre manière de vivre. Parce que ça va vous faire goûter le réel de manière particulière. Mais sauf que, avant de pouvoir le goûter, c'est-à-dire avant d'avoir la réponse, il y a d'abord la question. Et cette question, elle naît de deux possibilités. Cette question de la sagesse, elle naît de deux possibilités. Soit d'une angoisse, soit d'un étonnement. Et ces deux attitudes, plutôt psychologiques, vont colorer toute votre démarche philosophique. On va commencer par celle qui est la plus classique, l'étonnement. Entendez étonnement par intérêt. Vous voyez, il y a des questions qui nous intéressent. La politique américaine. Vous voyez, ça nous intéresse en ce moment, nous occidentaux. Comme on fait partie de l'Empire américain, c'est normal que la province éloignée, l'ancienne province de Gaule, bien, soit intéressée par ce qui se passe dans la Nouvelle Rome, à savoir à Washington. Bon, très bien. Et cet intérêt va vous faire étudier de plus en plus. Voilà, qu'est-ce que c'est que le Congrès ? Qu'est-ce que c'est que ce genre de choses ? Et donc, vous posez plein de questions et vous allez vous intéresser. Ça peut être n'importe quoi. Vous avez été intéressé par les animaux. Vous allez vous intéresser petit à petit aux animaux. C'est, vous savez, plein de petits, ce qu'on appelle un violon d'Ingres, enfin, vraiment l'os à ronger que l'on peut avoir. Eh bien, la philosophie va souvent se greffer là-dessus, sur nos intérêts, sur nos étonnements. Une chose devrait se comporter comme ça, elle ne se comporte pas comme ça. Vous avez un superbe étonnement qui est raconté dans la Bible, que je trouve très drôle. Imaginez-vous un gars qui est berger depuis pas mal de temps et qui paume une brebis, ce qui arrive quand même assez souvent, parce que quand vous vous interrogez sur les moutons, vous vous rendez compte qu'il y a quand même très peu d'animaux plus débiles qu'un mouton. Vraiment, c'est vraiment un mouton, c'est sacrément stupide, et puis c'est très grégaire, donc en fait ça ne fait que ce que fait le groupe. Donc il suffit simplement, par exemple pour faire traverser une rivière à un mouton, ça ne sert à rien de les pousser dedans, vous en prenez un, vous le jetez dans l'eau, et tout le monde va suivre.
tous les autres enfants, j'allais dire, tous les autres moutons vont suivre. Bon, ce berger paume un mouton. Ça arrive régulièrement, il y va, il va chercher. Pas de problème de laisser le troupeau. Vous voyez, parce que le troupeau reste ensemble. C'est débile, un mouton, donc ils vont rester ensemble. Donc il n'y a pas de problème, ils vont rester au même endroit. Il y va, et sur la route, il tombe sur un arbuste qui crame. Jusque-là, c'est dans un désert, pas très loin d'un désert en tout cas, c'est assez logique. Problème, c'est que quand il regarde ce buisson, il est en train de cramer, vraiment, mais il reste vert. Et donc il faut imaginer que là, il se passe dans l'intelligence de ce pauvre gars qui s'appelle Moïse, un étonnement, qui se dit, mais c'est pas normal. Il faut imaginer qu'il est passé devant le truc qui crame, il dit, ah, ça crame. Ça crame, mais ça brûle pas. Et hop, il avance, il va aller voir plus loin. Eh bien, dites-vous que c'est exactement ce genre de choses qui se passe dans la démarche philosophique. Il y a des choses qui étonnent. Aristote, par exemple, tous les matins, quand il était à Athènes ou à Alexandrie, c'était les deux endroits où il le faisait, il descendait au port pour regarder les pêcheurs qui remontaient les poissons, pour voir s'ils remontaient un poisson qu'ils ne connaissaient pas. Tous les matins. Et dès qu'il n'en connaissait pas, il l'achetait et il le ramenait pour le disséquer, voir comment ça se passait, etc. Il se posait des questions. Vous avez Albert le Grand, Saint Albert le Grand, moine dominicain, qui faisait un traité de biologie, notamment, et il y a notamment dans ce traité de biologie un passage sur la reproduction. Moine dominicain qui doit réfléchir sur la reproduction. Donc, il va demander, notamment, il veut savoir comment se comporte tout l'appareil génital féminin. Et donc, il se dit, bon, comment je vais faire? Et il va voir les dames de la noblesse, qui lui claquent évidemment la porte au nez dès qu'il commence à poser des questions, voyant ce petit moine, parce qu'il était tout petit en plus, leur dire, alors voilà, j'essaie de comprendre, donc les règles, c'est tous les combien, comment ça se passe, voilà, est-ce que c'est abondant, est-ce que c'est pas abondant, est-ce que machin, etc. Ce genre de questions, vous voyez que voilà. Donc, lui se démonte pas, et donc il va voir des prostituées. Il va leur demander comment ça se passe. Et c'est pour ça qu'on a dans le traité d'Albert le Grand, par exemple, des détails sur le fait que s'il y a une stimulation sexuelle trop tôt, eh bien ça peut entraîner une puberté précoce. Comment Albert le Grand aurait pu le savoir? Mais c'est qu'en fait, dans ces maisons closes, il y avait des jeunes femmes, de très jeunes femmes. Et donc, en fait, il avait appris de ce genre de manière. Mais parce qu'il se posait des questions. Il était dans l'étonnement, vous voyez. On se pose des questions. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est l'angoisse. Là, l'angoisse, on est déjà sur une dimension psychologique. Alors, l'angoisse, elle est à double tranchant. Pourquoi? C'est qu'elle peut vous disqualifier de la philosophie, comme elle peut vous y ouvrir l'accès. Je m'explique. L'angoisse, est-ce que vous savez ce que c'est que l'angoisse? L'angoisse est à différencier du stress. Le stress a un objet spécifique qui entraîne une réaction physiologique dans l'organisme. C'est-à-dire, je ne sais pas, quelqu'un arrive et vous fait « Bah !» comme ça, je vous ai fait vivre un stress. Donc là, ce qui se passe, c'est que le cœur fait tic d'un coup, on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a un petit cri ou quelque chose comme ça. C'est un stress. L'angoisse, c'est une dimension psychologique de stress récurrent, sans objet. Ou plutôt, les objets de ce stress vont être de l'ordre de questions. Vous voyez, une personne angoissée, par exemple, peut se trouver à se poser des questions du style, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Une personne qui n'est pas angoissée, elle peut se poser cette question-là, ça ira.
Elle va se la poser, elle va s'asseoir, elle va prendre un petit papier, elle va se poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Elle va balancer 2-3 hypothèses, voilà, et puis elle va le reposer, et puis ensuite elle va aller se coucher tranquillement. Quelqu'un qui est angoissé, en fait, réagit par rapport à cette question comme quand je vous ai fait « bah !» C'est-à-dire avec un mélange de sidération et de volonté de sortir de ce stress. Ce qui fait que l'angoisse, la question, par exemple, qu'est-ce que je vais faire plus tard, va devenir une question obsédante. Et oui, voyez, ça c'est une issue de notre évolution. Quand on est face à un prédateur, par exemple, notre regard va être focalisé sur ce prédateur. Et tant qu'on est proche de ce prédateur, on va tout le temps y penser. Dites-vous, quand vous avez des préoccupations, vous savez, votre enfant qui va pas bien ou ce genre de choses, tac, il y a un focus qui se fait. L'angoissé, il est focus sur des questions de cet ordre-là dont il ne peut pas avoir une réponse immédiate. Et donc ça peut être un moteur pour la philosophie. Vous comprenez? Quelqu'un qui se dit « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» eh bien, va finalement, s'il arrive dans des entre de bonnes mains philosophiques, eh bien ça peut être libérant pour lui. Il va apprendre à bien se poser des questions de manière méthodique. Et justement, toute la dimension d'anxiété va disparaître à ce moment-là. Et la philosophie peut devenir un remède pour des angoissés. Vous avez de grands philosophes très angoissés. Saint Augustin, un très grand angoissé, par exemple. Et Pascal, un très grand angoissé. Mais justement, le fait d'utiliser sa pensée pour essayer de cadrer ses réflexions, eh bien, ça va être positif. Et ça peut être un point de départ. Mais ça va faire en sorte que la philosophie, l'amour de la sagesse, va être de deux ordres. Dans le premier, qui est plutôt de l'ordre de l'étonnement, on va être dans une philosophie d'émerveillement successif. Puisque plus on va apprendre de réponses sur les sujets qui nous étonnent, et bien mieux on va se porter, plus on va trouver ça extraordinaire, plus ça va être incroyable, quand bien même ce que l'on apprend est dramatique. Vous voyez, ça reste un émerveillement. Vous voyez, l'année dernière, on avait un médecin, par exemple, qui était là, et qui nous expliquait que même face à une maladie, eh bien on peut être dans l'émerveillement, en fait. De voir comment le corps essaye de lutter par rapport à cette maladie. Avec des symptômes qui sont très durs, très douloureux, etc. Mais le corps essaye de lutter. Et c'est ça qui entraîne la douleur, d'ailleurs. Et on peut être dans cet émerveillement. De l'autre côté, l'angoisse, la philosophie va mener à des apaisements successifs. Et donc chaque réponse va être des lieux d'apaisement. Des lieux où on arrête la spirale, vous savez, qui tourne complètement sur elle-même. Le hamster, vous voyez, qui court, qui dépense une énergie folle dans sa roue sans pouvoir avancer. Ben, c'est ça l'angoissé. Hein. Sartre, c'est un très grand angoissé, par exemple. Et ça peut être mêlé. L'émerveillement peut côtoyer l'apaisement. Alors justement, j'ai parlé de l'angoisse en disant que l'angoisse peut disqualifier. Et je vais même aller plus loin, chose que je n'avais pas trop abordée avec vos prédécesseurs. Je l'avais juste évoqué et j'ai vu que ça faisait des questions. Tout le monde n'est pas fait pour la philosophie. Tout le monde n'est pas fait pour la philosophie. Et vous allez le voir parce que, en fait, la philosophie considère l'homme en entier et concerne l'homme en entier. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'intellectuel. Vous voyez, discuter par exemple de la philosophie avec quelqu'un qui a des problèmes au niveau de son affectivité, c'est difficile. Vous ne pouvez pas, par exemple, parler de la vérité à quelqu'un qui, sur des sujets sensibles. Un exemple tout bête, pour moi, ça me fait de la peine. Michel Onfray. Michel Onfray, vous voyez, quand il parle de Jésus, il dit que Jésus n'a jamais existé, c'est qu'une idée, c'est ce genre de choses. Bon, très bien. Vous l'écoutez intellectuellement. Si vous ne savez pas qu'il a été abusé par un prêtre quand il était petit, vous pouvez en rester là.
Sauf que quand vous apprenez ça, vous vous dites, mais d'accord, en fait, sa philosophie, elle est trop teintée de tout ça. Comment il pourrait être objectif sur le phénomène religieux? Comment il pourrait être objectif? Et vraiment, on peut lui pardonner ce genre de choses, parce que clairement, l'expérience qu'il a du christianisme, et notamment du catholicisme en l'occurrence, c'est des gens qui prêchaient quelque chose et vivaient le contraire. Donc on comprend sa guerre anti-chrétienne. Mais ça peut être sur d'autres choses. Vous voyez, quand vous commencez à réfléchir, moi je dois donner un cours bientôt sur tout ce qui est gender, identité sexuelle, etc. Mais vous savez qu'en fait, quand vous commencez à faire un cours de cet ordre, vous avez des personnes qui sont concernées en face de vous. Et qui, pour elles, ce n'est pas une question intellectuelle, c'est une question existentielle. Et qui vont vous percevoir comme étant quelqu'un soit de trop timoré, soit de trop dur, soit de ce genre de choses, vous voyez. Parce qu'en fait, vous l'abordez de manière beaucoup plus rationnelle. Et donc, tous ceux qui sont blessés au niveau de leur affectivité sont des mauvais candidats à la philosophie. De la même manière, tous ceux qui sont, c'est souvent lié, mais qui sont hyper rationnels, qui utilisent leur raison pour se protéger du réel. Vous voyez, des personnes qui n'arrivent pas à prendre de décision, par exemple, qui sont tout le temps dans le discernement. Parfois, proches de la pathologie mentale, vous voyez. Ces personnes-là ne sont pas faites pour la philosophie. Parce que malheureusement, on va leur donner des armes encore plus grandes pour doper cette capacité de prise de recul et cette capacité à discerner. Or, c'est pas censé être ça. Il faut plutôt qu'ils vivent, ces gens-là, dans le concret. Les religieux sont de mauvais candidats à la philosophie. Parce que... Pardon? Allez-y, réagissez, oui, dites. Alors pourquoi les... Moi, c'est un sujet... Pourquoi, pour faire de la théologie, ils font de la philosophie? Super. Parce que la théologie n'est pas de la religion. Ce que j'appelle le religieux, c'est celui qui... considère sa pratique comme plus importante que la vérité. Vous voyez, quand vous commencez à questionner, moi j'aime bien faire ça, j'avais questionné un homme musulman, croyant, très religieux, et je lui ai dit, mais pourquoi tu te prosternes en direction de la Mecque? Pourquoi? Il m'a dit, mais parce que c'est ce qu'on doit faire. Je lui ai dit, non, mais là, attends, tu m'as pas répondu. Quelle est la vérité qui sous-tend ce devoir? Et c'était impossible pour lui. C'était pas impossible, mais c'était très difficile pour lui. Vous questionnez quelqu'un, vous lui dites très bien, ça m'a fait rire, j'ai assisté à un dîner des gens catholiques qui étaient limite en train de se mettre sur la tronche pour savoir dans quelle langue on devait célébrer la messe. Mais je leur disais, mais quel est le fond de votre question? C'est quoi? Est-ce que Dieu va pas comprendre si on lui dit dans une autre langue? Ou est-ce que les gens ne vont pas comprendre? Est-ce qu'on doit comprendre la messe? Quel est le fond de votre question? Et en fait, ces gens-là ne se posaient pas la question. Quand vous commencez à demander à quelqu'un, bon, très bien, Dieu c'est qui pour toi? Et qui vous dit, bah voilà, Dieu c'est celui qui nous aime, etc. Ok, concrètement, comment il t'aime? Explique-moi, comment il t'aime? Si Dieu est amour, comment il t'aime? Et vous avez des personnes qui vont en fait être très perturbées par ça. Et ne pas du tout aimer ce genre de remise en question, ce genre de questionnement. Et moi, je dois vous avouer, je me suis mis à dos pas mal de prêtres, notamment, et pas mal de croyants, parce que j'ai tendance à poser des questions. Là, sur les réseaux sociaux, j'ai osé poser une question, parce qu'elle me fait rire, cette question-là. Et elle est magnifique. Vous voyez, quels étaient les chromosomes du Christ? On peut le savoir? Je dis, est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, alors... Moi, j'étais persuadé qu'on ne pouvait pas savoir. Je me suis dit, bon, on ne peut pas savoir. Mais, quand on y réfléchit, Marie ne peut que proposer un chromosome X. Si c'est un mâle, il faut qu'il y ait un Y qui vienne. Mais elle ne peut pas le fournir. Donc, il faudrait qu'il y ait un super chromosome qui soit créé. On est d'accord? Bon, on m'a envoyé une vidéo à la suite de ça, très intéressante,
d'un gars qui a fait analyser... il y a eu, pendant une messe, il y a une hostie qui a été sanguinolente. Vous savez, qui s'est mis à saigner. Et en fait, ce gars a fait analyser cette hostie-là, ce sang-là, au laboratoire d'Israël, en Israël, pardon, au laboratoire de Tel Aviv, en leur demandant, en leur disant pas ce qui se passe, en leur disant voilà, très bien, dites-moi ce que c'est. Et en fait, les premières choses, si ce qu'il dit est vrai, je ne suis pas allé vérifier, hein, donc voilà, mais en tout cas, c'est un chercheur qui avait l'air plutôt sérieux. Et ce gars-là disait bon, ce qui était très perturbant pour ce laboratoire, c'est que premièrement, il n'y avait que 23 chromosomes. Il n'y avait que 23 chromosomes. Et deuxièmement, ce sang a été prélevé sur quelqu'un de vivant. Comment ça? Comment ils savent, vous voulez dire? Je dis comment ça? Comment ça? C'est ça qui était hyper questionnant. Enfin, moi, en tant que philosophe, vous savez, je regarde ça, je fais « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais j'étais content de ça. Moi, j'étais content qu'on prenne au sérieux ma question. Parce que la plupart du temps, quand vous commencez à poser des questions de ce type-là, sur la religion, vous voyez, une question toute bête que se pose, par exemple, un gars comme saint Thomas d'Aquin. Est-ce que si je déplace le ciboire dans lequel il y a le corps du Christ, est-ce que je déplace le corps du Christ ? C'est-à-dire que, est-ce qu'au paradis, où il est avec son corps normalement, est-ce qu'il se retrouve baladé comme ça? Mais il se pose la question. Vous vous dites, on ne sait pas. Mais vous n'avez pas cherché. Pas encore. Ces gens-là se la posent. La multiplication des pains, est-ce que ça a été fait par multiplication de la matière ou par dilatation de la matière? Question de Thomas d'Aquin. Des gens qui se posaient des questions sur leur foi, vous voyez. Et en fait, c'est possible de le faire si vous n'êtes pas avec votre vice de religieux. Si la religion n'est que pour vous une pratique, et dans cette pratique-là, il faut appliquer des choses bêtes et méchantes, etc., bon d'accord, très bien, allez-y, faites-le. Vous voyez, c'est ce qui a fait en sorte que Galilée s'en est pris plein la gueule. On en reparlera dans des prochaines séances, mais Galilée s'en prend plein la tronche parce qu'il ose poser des questions en disant attendez, vous dites que tout tourne autour de la Terre, peut-être pas. Peut-être pas. Et même, d'ailleurs, sûrement pas. Et vous avez des religieux en face qui n'acceptent pas. Et il le propose à un des dominicains qui est présent en lui disant mais regardez dans le télescope, regardez les taches qu'il y a sur le soleil. Et le dominicain lui répond, c'est attesté parce que c'est dans le procès, le dominicain lui répond, pas la peine de regarder, je sais que nous avons raison. Terminé, on arrête de parler, vous voyez. Ça c'est Galilée. Ça va être, vous voyez, l'islam par exemple. Ils vont beaucoup aimer, par exemple, Averroès et Avicenne, vous savez, qui sont les philosophes musulmans. Oui, sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont été excommuniés, Avicenne et Averroès. Pourquoi ils ont été excommuniés? Parce qu'ils osaient poser des questions, notamment sur ce qu'était Allah. Et ils disaient, mais si Dieu est réellement Dieu, et s'il est parfait, il ne peut pas être comme ce que l'on nous dit que c'est. Donc il faut peut-être interpréter le Coran. Et non pas simplement le prendre au sens littéral, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Et vous avez beaucoup de musulmans qui ont été d'accord avec eux au début. Et puis après, quand certains sultans se sont rendus compte qu'au niveau politique, ça leur faisait perdre la possibilité de gouverner, ils ont arrêté. Et ils ont viré ces gens-là. Donc vous voyez, la philosophie ne peut pas convenir à des personnes qui ont ce vice de la religion. Aussi, comprenez bien dans cette introduction à la philosophie, Jésus ne pourra pas être une réponse. Et de toute manière, la religion ne pourra pas être une réponse. La religion va devenir un objet philosophique, à étudier, à interroger. Et c'est magnifique comme objet, à interroger. Mais ça ne pourra pas être la réponse. Et vous allez voir, les penseurs, notamment les penseurs chrétiens, mais beaucoup de penseurs religieux, ont cet a priori, quand ils font la philosophie, c'est ils se disent, si Dieu existe et que Dieu a créé notre intelligence, ce n'est pas pour que nous n'en servions pas. Ce n'est pas pour qu'on la laisse tomber.
Et je crois que si Dieu existe, il ne m'en voudra jamais, à moi personnellement, François-Marie, hein, il ne m'en voudra jamais d'avoir essayé de questionner le réel et de ne pas avoir, par facilité, accepté de croire des choses qui n'étaient pas forcément la vérité. Donc vous voyez, maintenant qu'on a bien établi les points de départ qu'on pouvait avoir, étonnement, angoisse, mettez l'émerveillement hein, aussi dedans, que aussi on évacue les personnes qui peuvent malheureusement pas continuer sur ce cursus. Voilà. Et petite parenthèse, hein, mais ça m'est arrivé de dire à certains étudiants, je pense qu'en l'état, ça vous ferait pas du bien de faire de la philosophie. Vous voyez, et je pense que c'est important que vous en ayez conscience. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, la philosophie, non, c'est pas pour elles. C'est pas pour elles. Ah oui, dernière personne qui n'accepte pas, qui n'est pas faite pour la philosophie, c'est la personne qui fait de la philosophie uniquement pour trouver des réponses qu'elle a déjà. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui vont essayer de trouver chez des auteurs la réponse qu'ils pensent déjà en amont. Le but justement de la philosophie, c'est d'avancer avec une question en étant prêt à avoir une réponse où c'est pas du tout celle à laquelle on pensait. Pas du tout. Ça fait peur, mais c'est super. Maintenant qu'on a vu ça, je voulais vous montrer une petite histoire de la sagesse. Oui. Je voulais juste poser une question. Dites-moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a il n'y a pas de limite, est-ce qu'il y a une limite intellectuelle, c'est-à-dire des gens qui ne pourraient pas avoir accès à la philosophie parce qu'ils sont limités intellectuellement? Oui, je pense que, en fait, un truc tout bête, si vous ne maîtrisez pas le langage, oui. Vous ne pouvez pas faire de philo. Je pense que c'est le première chose. On y reviendra, on verra pourquoi. Il y a des compétences intellectuelles. Oui. En fait, et même, enfin, je le vois, moi je suis un peu désespéré, mais de plus en plus, c'est terrible. Ça fait 12 ans que j'enseigne. En 12 ans, moi je ne pensais pas que ça pouvait se faire aussi rapidement. En 12 ans, je vois un abrutissement de mes étudiants, pas de leur fait du tout, mais du manque de moyens qu'ils ont pour penser le réel. Et c'est terrible, c'est-à-dire que vous avez des personnes, vous lisez une copie, ou c'est souvent d'ailleurs à l'écrit, c'est très bizarre, c'est quand ils vous parlent, vous comprenez parfaitement, ils vous comprennent parfaitement, parce que l'oral n'est pas encore trop atteint, mais par contre, quand vous lisez l'écrit, c'est limite, vous êtes en face d'un cerveau malade, quoi. Et ça, pour le coup, moi je ne suis pas du tout partisan du fait de dire qu'il faut une culture pour pouvoir philosopher. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut être très très bon philosophe sans avoir une grande culture de tout ce qui est historique, de tout ça, même si ça peut aider. En revanche, si on n'a pas le langage, là c'est fini. Et voilà. Et après, j'irai un peu plus loin. Il y a différents niveaux aussi de pénétration de l'intelligence. Vous avez des personnes qui sont par exemple très intuitifs, et vous leur dites quelque chose, vous savez, ils lisent un livre, ils lisent une première phrase, ils doivent s'arrêter un peu, parce que cette phrase leur parle énormément. Et de très peu, ils arrivent à sortir énormément. D'autres qui sont des boulimiques de lecture et qui vous lisent 30 livres par mois, et qui vous ressortent un petit concept par-ci, par-là. Bon, ben voilà, il y a des différences quand même hein, au niveau de l'intelligence. Je remarque que plus vous faites de la philosophie, plus vous êtes capable d'extraire de très peu beaucoup de choses. Et tant mieux d'ailleurs. On peut donner la première feuille. Alors, j'aime bien les frises chronologiques. Je vous le dis, donc je vous en ai fait quelques-unes. Mon but, c'est quand même qu'on soit capable de prendre un petit peu de recul. Qu'on soit capable de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on appelle sagesse. Parce qu'on a une tendance en Occident à faire commencer la sagesse avec les Grecs. Parce qu'on se dit, bon, la philosophie, c'est les Grecs, donc la sagesse commence avec les Grecs. Non, mais pas du tout, en fait.
avec les Grecs, on a un certain type de sagesse qui débarque. Mais on n'a pas toute la sagesse. Et notamment dans cette frise, vous voyez, je vous ai représenté différents peuples qui, à mon sens, pour l'Occident, ont été importants. Je ne vous parle pas, évidemment, de toutes les sagesses que l'on trouve subsahariennes, que l'on trouve en Asie, que l'on trouve, même s'il nous en reste très peu de traces, outre-Atlantique. Je vous parle vraiment de ce bassin méditerranéen, voilà, qui a concentré beaucoup de choses à partir de l'an 3000. Pour que vous représentez bien les choses, hein, l'apparition de l'écriture, c'est moins 3200 avant Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas du tout l'apparition de l'écriture. On a retrouvé le plus vieux vestige d'écriture à ce moment-là. C'est ça le problème de l'archéologie, c'est que ça se trouve, avant, ils écrivaient sur des trucs qui ne se conservaient pas et dont on n'a pas la trace. La première trace de l'écriture que l'on a, en tout cas, ce sont des tablettes d'abord comptables. On s'est servi de l'écriture d'abord pour compter, pour avoir notamment tout ce qui est marchand. Et c'est pas pour rien qu'on l'a trouvé chez les Sumériens. Les Sumériens qui étaient une civilisation très portée sur le commerce. Mais chez les Sumériens, on trouve déjà une ébauche de sagesse. La sagesse, et on va le voir dans plusieurs civilisations, la sagesse, elle est très reliée à la religion. C'est-à-dire que le sage, c'est souvent le prêtre ou son équivalent. Pourquoi ? Parce que science et religion ont à cette époque-là des accointances très très grandes. Et ça va se voir notamment dans l'Empire égyptien. L'Empire égyptien, la civilisation égyptienne, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on l'a fait commencer de moins 3000 et elle termine en moins 323 parce que Rome va débarquer. Enfin, les Grecs et puis ensuite Rome. Donc il faut bien se rendre compte qu'on est sur une civilisation énorme. C'est-à-dire qu'il y a plus de temps qui nous sépare. Ça y est, je l'ai perdu, ma comparaison. Mais en gros, oui, enfin, notre ère qui commence avec Jésus à peu près en moins 6 ou en moins 3, en fait, on ne fait même pas les 2/3 de cet empire, égyptien. Donc il a connu énormément d'évolutions, et notamment au niveau des divinités, où il y a eu beaucoup de changements dans la religion. Il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est que le prêtre et le scribe étaient toujours reliés, de telle sorte que l'Égypte est devenue le berceau des savoirs. Et c'était des savoirs ésotériques, dans le sens où seule une petite élite avait accès à ces savoirs. Pourquoi ? Parce que pour les Égyptiens, comprendre la nature, c'était comprendre les dieux. Et donc il fallait comprendre la nature dans ce qu'elle avait de mathématiques, dans ce qu'elle avait de physique. C'était des très grands mathématiciens, et des très très grands aussi astronomes. C'est des gens qui comprenaient très bien, par exemple, la position des étoiles. On arrivait parfaitement à prédire les éclipses, par exemple. Voilà. Alors ensuite, on a évidemment un empire qui a été absolument incroyable, qui s'appelle Babylone. Faut se rendre compte que c'était un empire qui rayonnait en termes de savoir de manière absolument incroyable. Les prêtres babyloniens étaient réputés pour leur sagesse tant sur le plan médical que sur le plan astronomique. Ce n'est pas pour rien, vous voyez, que les Juifs, l'élite juive, en fait, que faisait Babylone ? Ils annexaient des territoires et ils récupéraient l'élite de chaque territoire annexé et ils l'amenaient à la cour du roi. Résultat, la cour du roi, elle n'avait que des personnes les plus cultivées du monde. C'était plutôt pas mal. C'est pas pour rien, vous voyez, que le prophète Daniel, par exemple, se retrouve à Babylone, parce qu'il était cultivé, déjà, premièrement, et ensuite, parce qu'on le considérait comme un mage. Et attention, mage veut dire à la fois adepte de magie, capable de lire dans les rêves, de faire des prophéties, etc., et en même temps, très grand savant. À la fois lettré en mathématiques, etc. Et donc, il y avait de grandes sagesses. Parmi ces sagesses, vous avez l'épopée de Gilgamesh,
qui est connu comme étant l'ébauche des 10 commandements avant l'heure, hein, l'ébauche du droit naturel, hein, qu'on pourrait dire, voilà, qui est assez présent. Vous avez le peuple hébreu, qui est un petit peuple de rien du tout. D'accord ? C'est un royaume, même, vous voyez, le royaume du roi David, où tout le monde vous dit, ou roi Salomon, que c'était un roi connu du monde entier. Non. C'est connu de la Bible. C'est-à-dire que les Hébreux en parlent. Les autres rois d'à côté n'en parlent jamais. Alors qu'on a des témoignages de tous les rois qui existent à côté, vous voyez. Donc c'était vraiment un petit royaume. Cependant, il a rayonné par sa sagesse. Et c'est vrai que ce petit royaume était questionnant pour l'ensemble des autres royaumes parce que c'était un peuple monothéiste. Et donc qui n'expliquait plus les phénomènes par des divinités. Vous voyez, il ne disait pas que le soleil c'était un dieu, il ne disait pas que la lune c'était un dieu, il ne disait pas que l'eau c'était un dieu. Donc il fallait que l'on comprenne ce que c'était que l'eau, que le soleil, que la lune. Et donc on devait développer tout un savoir et on devait se poser des questions là-dessus. Et bon, les Juifs ont été exilés à Babylone, vous le savez, parce qu'au bout d'un moment, ils ont cassé les pieds des rois babyloniens, hein, parce que c'était une contrée impossible à gouverner. Et donc, les Babyloniens sont arrivés, ont pillé le temple, ont récupéré l'arche de l'Alliance, ont détruit Jérusalem et ont ramené une grande partie en captivité des Juifs à Babylone. À ce moment-là, les Juifs sont pris de panique et donc se disent, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on mette par écrit notre sagesse. Et donc c'est à ce moment-là que la Bible a été écrite. D'accord ? La Bible a été écrite, grosso modo, de moins 700 à moins 200. Ça a mis 500 ans à être écrit. Parce que vous avez... Et il faut bien comprendre, hein, par exemple, le mythe de la Genèse porte de manière très forte une influence de mythologie babylonienne. Et c'est normal, les Juifs se sont acclimatés aussi. Hein, comprenez bien, il y a un passage dans la Bible qui est assez drôle, où c'est Jérémie, hein, c'est le prophète Jérémie, qui juste avant que l'exil à Babylone, il se retrouve à Babylone, il y a Ézéchiel qui débarque, et là, les Juifs disent, bon, quand est-ce qu'on va rentrer à Jérusalem ? Et Dieu aurait dit par Ézéchiel, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Faites des enfants, restez bien là, parce que vous n'êtes pas rentrés. Et il va falloir attendre des centaines d'années avant qu'ils rentrent. Donc voilà, vous comprenez bien qu'on a une sagesse à ce niveau-là. Et, vous voyez qu'au milieu, autour de ça, on a la Grèce. On a la Grèce. Et la Grèce, c'est vrai, qu'il va y avoir un phénomène très étonnant. Très étonnant qui va être l'apparition de la philosophie. Et cette apparition de la philosophie, contrairement à toutes les autres sagesses, elle va se construire contre la religion. Attention, n'y voyez pas un athéisme militant chez les Grecs. C'est juste que les Grecs, certains Grecs, vont arrêter d'exprimer les phénomènes naturels par les divinités. Et à ce moment-là, en fait, ils vont se mettre à re-questionner l'ensemble de l'univers. Et il va y avoir deux figures importantes chez les Grecs. Premièrement, la figure du héros, et deuxièmement, la figure du sophiste, à l'époque ça s'appelait les savants, ou du philiates sophos, le philosophe. Pourquoi ces deux figures sont importantes ? Le héros égyptien, le héros babylonien, le héros sumérien, c'est le héros qui est béni des dieux. Vous savez, c'est celui qui a été béni par les dieux et il réussit dans sa vie, il affronte les dieux mauvais avec les dieux bons, etc. Le héros grec, c'est celui qui affronte les dieux. Les dieux, chez les Grecs, ne sont pas bons. Les dieux ont des mœurs très, très questionnants.
Zeus, il viole tout le monde. Et dès qu'il y a une femme qui se trouve enceinte, on a l'impression que Zeus est derrière, vous voyez. Aphrodite, c'est une perverse, qui déesse de l'amour, soi-disant, mais qui ne supporte pas quand on lui préfère quelqu'un d'autre. Athéna, déesse de la justice, mais qui se permet de maudire une pauvre femme qui s'est fait violer dans le temple d'Apollon, qui s'appelle Méduse. Déesse de la justice, c'est elle qui s'est fait violer, c'est elle qui est punie. Qu'est-ce qui se passe? Poséidon, dieu de la mer, donc dieu qui normalement devrait donner de la nourriture. Non, non, pas du tout. C'est le dieu qui est vraiment responsable de la chute de Troie. Et vous avez en fait tout un tas... Et le pauvre Ulysse qui essaye de rentrer chez lui et que Poséidon empêche, vous voyez. Hadès qui est censé être un dieu... Hadès, c'est le dieu des richesses de la terre. Hein, donc de l'or, de l'argent, etc. Oui, mais enfin bon, on s'en méfie quand même beaucoup d'Hadès. Parce qu'il est capable de kidnapper Perséphone. Perséphone qui est responsable de quoi, normalement? Du climat. Résultat, pendant 6 mois, quand elle est avec Hadès, c'est l'hiver et tout le monde se les pèle et on crève tous. Donc merci Hadès. Et quand elle est là, c'est le... Donc, rendez-vous compte, hein, les Grecs n'ont pas une approche de la divinité sereine, cool, tout va bien, c'est génial. Et c'est même pas une affaire de il y a des dieux bons et des dieux mauvais, comme on peut le voir en Égypte ou comme on peut le voir chez Babylone. On n'a que des dieux frappadingues et qui sont pires que des hommes. Ils se comportent de manière pire que les hommes. Et là, vous avez des héros qui vont devoir se lever pour affronter les dieux. Pour ne pas être d'accord. Ok, Poséidon veut affronter... Athéna veut affronter Poséidon. Oui, mais attendez, il y a des héros des deux côtés. Rappelez-vous d'Hector, rappelez-vous d'Achille. C'est 2 héros. Et qui essayent de faire quoi? D'affronter la volonté des dieux. Et des dieux en face d'eux. Ulysse, le plus grand, qui affronte les dieux. Un autre qui est extraordinaire, c'est Orphée. Orphée, qu'est-ce qu'il fait? Orphée, lui, il s'est dit, bon, le dieu que je dois affronter, c'est Hadès. La mort. Sa femme meurt. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend aux enfers, il ramène sa femme. Hop, il ramène sa femme, et par contre, le marché qui était fait avec lui, tu ne te retournes pas. Si tu te retournes, elle meurt. Bon, manque de bol, il va se retourner, donc voilà. Mais résultat, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer sa vie à essayer de ne jamais mourir. Et plusieurs fois, il va réussir à sortir des enfers. Jusqu'au moment où on va lui donner une bonne petite peine, un truc, vous savez, les supplices grecs qui n'en finissent jamais, etc. Mais les Grecs ont cette idée qu'il faut affronter les dieux. Donc que l'ordre politique ne peut pas être défini par eux. Comprenez bien, hein, l'ordre politique ne peut pas être défini par les dieux. Les autres civilisations à côté disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, bah non, les Grecs, ils disent, on a une divinité qui est censée nous protéger, mais on sait qu'elle peut être particulièrement pénible. Imaginez-vous, vous savez, retrouvez-vous à Sparte, vous êtes Léonidas, roi Sparte, il y a des Perses qui arrivent. Vous êtes au courant qu'il y a des Perses qui arrivent. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir, parce qu'à chaque fois qu'il faut prendre les armes, il faut aller voir les devins. On va dire, est-ce qu'on peut prendre les armes? Sinon, on va se faire raser. Ils savent qu'ils vont se faire raser. Et donc, il va demander aux devins. Les devins interrogent le dieu protecteur de la cité. Le dieu protecteur de la cité répond quoi? Non. Il faut attendre. Parce qu'en plus, les devins étaient en fait en bisbille avec Léonidas. Hein. C'est-à-dire que ça ne se passait pas bien. Hein. Que doit faire Léonidas? Il doit prendre sa garde personnelle, où ils sont combien? Alors, il y a un film qui est sorti sur ça. 300. Ils sont 300 et ils doivent tenir suffisamment longtemps, de telle sorte que le calendrier lunaire s'ajuste pour que les devins disent on peut lever l'armée. Donc, que fait Léonidas? Léonidas va affronter la volonté divine en prenant sa garde personnelle et en allant affronter les Perses. Vous voyez, donc, il y a cette idée du héros qui doit affronter véritablement les dieux. La prochaine fois, nous aborderons les philosophes et comment ils naissent.
maintenant terminé. Il te faut repartir dans la réalité. Mais si tu veux vraiment avec moi continuer, faut pas hésiter et tu peux t'abonner. On danse, on sourit, la joie nous envahit, on s'envole, on rit. C'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici, on est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot, partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse, dans la communauté, on pense en cadence. Retourne dans ta vie d'un pas décidé, car la philosophie ne va plus te lâcher, loin des folles folies et du prêt-à-penser. Tu vas goûter ta vie, c'est ça la liberté. Abonne-toi et laisse un mot, partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse, dans la communauté, on pense en cadence. On danse, on sourit, la joie nous envahit, on s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici, on est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot, partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse, dans la communauté, on pense en cadence. Abonne-toi.